En ce moment même, à l'heure exacte où l'on se parle, il y a des ingénieurs qui sont en train de transpirer sur des calculs incroyables. Des calculs de rentrée atmosphérique, j'imagine. Absolument. Pour un vaisseau spatial lunaire, rien que ça. Et ils modélisent la thermodynamique au millimètre et à la milliseconde près. C'est fascinant quand on y pense. Ouais, c'est fou. Ils gèrent des températures littéralement infernales pour s'assurer qu'un équipage puisse traverser un mur de plasma et revenir sain et sauf. Une précision chirurgicale absolue, oui. C'est exactement ça. Et c'est là que c'est troublant, au même moment, sur notre propre planète, on n'arrive toujours pas à comprendre comment équiper un simple traversier civil avec assez de gilets de sauvetage. Ouais, pour éviter une hécatombe qui était pourtant complètement prévisible. Voilà. Et c'est justement tout l'enjeu de notre exploration aujourd'hui. On a épluché une pile de documents issus d'un bulletin d'information quotidien très dense qui s'appelle Floreida. Un bulletin qui met vraiment en lumière un paradoxe vertigineux, en fait. Exactement. Et le but de cette immersion, c'est de décortiquer tout ça. Parce que cette juxtaposition n'est pas du tout une coïncidence temporelle fortuite. Ce qui ressort de l'analyse de cette source, c'est la radiographie d'un monde littéralement coupé en doux. Ouais, on lit pas juste une liste de petites actualités, là. Non. Pas du tout. On y observe un contraste structurel super profond, avec d'un côté une maîtrise technologique qui frôle la science-fiction. Et de l'autre, des systèmes économiques, politiques et logistiques, d'une fragilité, voire d'une incompétence déconcertante. C'est clair. Et pour ceux qui nous écoutent, l'idée est de comprendre comment l'humanité gère l'avant-garde de la conquête spatiale, tout en essayant d'éteindre des incendies géopolitiques en permanence sur Terre. C'est un grand écart assez monumental. Et pour bien saisir l'ampleur de ce grand écart, il faut d'abord regarder vers le ciel. Le document s'ouvre sur un moment critique pour la NASA. Oui, la mission Artemis 2 qui prépare son amérissage aujourd'hui même. C'est ça. L'équipage s'apprête à affronter la phase et de très loin la plus dangereuse de toute la mission. La rentrée à très haute vitesse dans l'atmosphère, c'est bien ça? Exactement. Le bouclier thermique va subir des températures complètement exponentielles. Ce qui est fascinant ici, c'est que la physique de ce retour est d'une brutalité qu'on a du mal à imaginer. Ah oui. C'est pas juste une simple descente. Non, pas du tout. Un vaisseau qui revient d'une orbite lunaire n'arrive pas avec la même inertie qu'une simple capsule en orbite basse. D'accord. Donc la vitesse est beaucoup plus élevée? On parle d'une vitesse d'approche dépassant largement les 30 000 km/h. Waouh! 30 000! Oui. Et à cette vélocité, l'atmosphère de notre planète ne se comporte pas du tout comme un petit coussin d'air protecteur. Ça devient un mur, en fait. Exactement. Les molécules d'air n'ont littéralement pas le temps de s'écarter de la trajectoire du vaisseau, elles s'accumulent. Ouais, elle se compresse à l'extrême, si je comprends bien. C'est ça, et cette compression génère une friction thermique si intense que l'air environnant se transforme en plasma, surchauffé. Pour bien visualiser ce défi, c'est un peu l'image qui me vient. C'est le principe du ricochet avec un galet sur la surface d'un lac. C'est une très bonne analogie. Sauf que là, dans ce scénario, le galet pèse des dizaines de tonnes et il est englouti dans des flammes à plusieurs milliers de degrés. Et le moindre mauvais angle pardonne pas. Voilà, s'il aborde l'eau, ou plutôt l'atmosphère avec le mauvais angle, les conséquences sont immédiates et fatales. S'il plonge trop abruptement, la décélération pulvérise la structure et l'équipage sous l'effet des forces gravitationnelles. Et s'il arrive trop à plat, à l'inverse... Il rebondit. Il rebondit sur l'atmosphère et se perd irrémédiablement dans le vide spatial. C'est terrifiant. C'est vraiment un corridor de rentrée extrêmement étroit qu'il faut viser au millimètre. Tout à fait. Mais au-delà de l'exploit de survie purement immédiat, le rapport insiste super lourdement sur la collecte de données. Ouais, les données thermiques. Mais pourquoi pousser ce fameux bouclier si loin dans ces retranchements? Eh bien, la véritable finalité de ce stress test extrême, c'est la planète Mars. Ah, donc la Lune n'est qu'une étape. Exactement. Le succès de cette rentrée atmosphérique lunaire est crucial en soi, mais stratégiquement, l'orbite lunaire n'est qu'un bac à sable impitoyable. Un laboratoire d'essai grandeur nature, en somme. C'est ça. La NASA ne cherche pas uniquement à valider un alliage ou un matériau ablatif pour aujourd'hui, elle affine en direct des modèles mathématiques prédictifs indispensables pour l'avenir. Parce qu'une mission vers Mars sera encore plus rapide, j'imagine. Bien plus rapide, oui. Ça impliquera des vitesses de retour encore plus faramineuses et des fenêtres d'approche avec des tolérances vraiment microscopiques. Donc, si on résume, on utilise des vies humaines actuelles et une technologie d'aujourd'hui pour calibrer une survie à très long terme. Une survie qui n'aura pas lieu avant des décennies, oui. C'est dingue. Chaque millimètre de bouclier thermique qui se désintègre en absorbant la chaleur, ça produit des gigaoctets de télémétrie vitale. Absolument. Sans ces données ultra précises obtenues au prix d'un risque inouï aujourd'hui, le rêve de devenir une espèce multiplanétaire s'arrêterait net. Mais on n'a pas des ordinateurs pour simuler ça?
des souffleries. C'est techniquement impossible de simuler parfaitement ces conditions de plasma superdense sur Terre. D'accord, l'ordinateur a ses limites. L'ordinateur calcule des probabilités, ouais. Mais seule la friction réelle avec la haute atmosphère permet d'éliminer les angles morts de l'ingénierie. C'est l'épreuve du feu, au sens propre. C'est la validation finale, celle où la moindre virgule déplacée dans le code de navigation se paie au prix fort. Ouais. Et curieusement, cette friction extrême, cette chaleur générée par le choc contre un mur invisible, ça résonne de façon très familière avec la suite de nos documents. Ah oui, on bascule complètement de décor là. Totalement, l'édition de Florida passe brutalement de l'orbite céleste à un bourbier bien terrestre. Et ça met en évidence un autre type de surchauffe. Une surchauffe systémique cette fois-ci. Liée aux tensions diplomatiques, c'est bien ça. Exactement. Le rapport fait état d'un cessez-le-feu extrêmement fragile qui se maintient vraiment du justesse entre les États-Unis et l'Iran. Et les conséquences pratiques sont immédiates. Ouais, non, on parle d'une paralysie logistique massive, une voie maritime critique et perturbée. Des milliers de navires marchands sont immobilisés. Ce qui freine drastiquement le flux mondial de ressources énergétiques. C'est ça. L'impact est colossal. Surtout que l'impact mécanique de cette asphyxie maritime se fait sentir tout de suite. Les chaînes d'approvisionnement modernes sont conçues selon le principe du flux tendu. Le fameux juste à temps. On n'a plus de stock. Exactement, les entreprises ne stockent plus de vastes réserves. Elles comptent sur un mouvement ininterrompu des porte-containers. Donc, bloquer un goulot d'étranglement stratégique, c'est un peu comme introduire un caillot dans le système sanguin de l'économie. C'est une excellente métaphore, oui. Le système fait un infarctus. Alors, j'avoue qu'il y a un truc qui me laisse perplexe face aux données de notre rapport. Je vous écoute enfin. Qu'est-ce qui cloche ? Je conçois que des navires à l'arrêt posent un grave problème d'approvisionnement à moyen terme. Ça, c'est logique. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'on observe une flambée brutale de l'inflation sur l'énergie et la nourriture à la minute même où la tension monte ? Vous voulez dire avant même qu'il y ait une vraie pénurie ? Ouais, voilà. Les supermarchés sont pleins, les cuves locales sont pleines, et techniquement, le cessez-le-feu tient toujours. C'est vrai, physiquement, il n'y a pas de manque à l'instant T. Et pourtant, le consommateur se retrouve à payer son plein d'essence et ses courses beaucoup plus chères, presque instantanément. Est-ce que c'est juste de la panique irrationnelle ? Alors, si on relie ça à la situation dans son ensemble, on voit que le marché ne cède pas à l'irrationalité émotionnelle. Non. C'est quoi alors ? Il opère selon une anticipation algorithmique ultra-rationnelle. C'est ce qu'on appelle l'intégration de la prime de risque. La prime de risque, d'accord. Dans l'économie globale, le prix d'un baril de pétrole aujourd'hui n'est pas basé sur la quantité physiquement disponible dans la cuve. Il est basé sur quoi, du coup ? Il est dicté par le marché des contrats à terme, c'est-à-dire l'évaluation mathématique de ce qu'il en coûtera pour remplacer ce baril le mois prochain. Oh, je vois. Donc on paye littéralement pour la probabilité qu'un événement désastreux se produise à l'avenir. Exactement. C'est le coût direct de l'angoisse financière. C'est fou. Très concrètement, la simple menace géopolitique dans une zone de transit fait exploser les primes d'assurance. Les assureurs multiplient leurs tarifs par 10 ou par 20. Juste pour couvrir un cargo qui traverse la zone à risque. Ouais, ce surcoût astronomique qui se chiffre en millions de dollars est immédiatement répercuté par l'armateur sur l'industriel. Qui le répercute sur le distributeur jusqu'à nous. Voilà, jusqu'à atterrir sur l'étiquette de la pomme ou le billet d'avion. L'inflation de mars n'est pas une pénurie, c'est la monétisation de l'incertitude géopolitique. Et c'est exactement ce qui explique la chute historique de la confiance des consommateurs qu'on voit dans les sources. Oui, l'incertitude agit comme un acide sur la psychologie économique des ménages. Parce qu'une mauvaise nouvelle claire, on peut s'y adapter, on ajuste le budget. L'inconnu, en revanche, génère un sentiment de perte de contrôle total. Et ça paralyse l'activité quotidienne. Si on ne peut pas anticiper le coût de ses courses d'une semaine à l'autre, on gèle tout. Et cette volatilité s'auto-entretient, en fait. C'est une prophétie réalisatrice. Comment ça ? La simple crainte d'une rupture pousse les États et les industriels à faire des achats de précaution massifs. Ah oui, tout le monde stocke en même temps. Ce qui assèche l'offre disponible et fait flamber les prix encore plus. Il crée la pénurie qu'ils voulaient éviter. Incroyable. Et ce choc économique frontal ne s'arrête jamais aux portes du supermarché. Non, ça remonte toujours vers les sphères du pouvoir. Exactement. Quand la pression sur le portefeuille devient insoutenable, l'onde de choc touche la politique nationale. Et le bulletin Florida l'illustre parfaitement. Oui, les périodes de forte inflation et d'incertitude forcent toujours un repositionnement stratégique. Ouais, les politiciens américains sont en pleine agitation, très calculés. Ils doivent montrer qu'ils gèrent tout en se distanciant des conséquences impopulaires. Tout à fait. Qu'est-ce que le document souligne exactement à ce niveau ?
On voit une effervescence très claire. D'un côté, la vice-présidente qui laisse entendre publiquement qu'elle réfléchit à une nouvelle candidature. On tâte le terrain. C'est ça. Et de l'autre, une ancienne première dame qui sort du silence de façon inattendue pour opposer un démenti catégorique sur des rumeurs la liant à un individu mystère. Une façon de verrouiller son image publique avant les grandes échéances, sans doute. Ouais, ces actions dessinent une guerre d'occupation de l'espace médiatique. Mais il y a une autre bataille, bien plus systémique, qui ressort des sources. Vous parlez de l'affrontement juridique autour des tarifs douaniers, n'est-ce pas? Oui, les tarifs instaurés sous l'administration Trump. L'affrontement est intense devant les tribunaux. Cette question est centrale. Elle relie directement la politique politicienne à la réalité inflationniste qu'on vient d'analyser. Ce ne sont pas juste des querelles d'avocats, en fait. Non, ces batailles déterminent l'architecture même de la politique commerciale des États-Unis à un moment où le pays est super vulnérable. En lisant comment ces politiques survivent au changement d'administration et s'enlisent, j'ai l'impression de voir fonctionner un vieux morceau de code informatique obsolète. C'est une très belle image. Un code incrusté dans un logiciel moderne. C'est ça. Le gouvernement a changé, l'économie a été bouleversée par les crises, mais ce code tarifaire profond est toujours là. Et il continue de générer des conflits avec les partenaires commerciaux actuels. Mais pourquoi c'est si difficile à nettoyer? Si ça alimente la friction, pourquoi on ne s'en débarrasse pas d'un coup de stylo? L'analogie du code obsolète est parfaite pour décrire la dette réglementaire. Supprimer un tarif douanier massif, ce n'est jamais simple. C'est plutôt déminer une bombe à retardement. Exactement. Sur le plan politique, enlever ces barrières expose tout de suite le gouvernement à des accusations de faiblesse face aux étrangers. Un suicide politique en période électorale, quoi. Ouais. Et sur le plan juridique, ces tarifs sont intégrés dans des milliers de contrats à long terme. Des chaînes d'approvisionnement ont été redessinées autour. Bon, qu'annuler ça soudainement, ça provoquerait un crash massif du système. C'est ça. Et le processus judiciaire avance à une vitesse géologique comparée à la fulgurance des marchés financiers. C'est le fameux décalage institutionnel. Exactement. Le temps qu'une cour d'appel statue sur une surtaxe sur l'acier, l'économie a déjà subi des mois d'inflation. Les leviers de protection d'hier deviennent les instruments d'étranglement d'aujourd'hui, en somme. Et les dirigeants se retrouvent paralysés par leur propre filet de sécurité réglementaire. Une paralysie qui se voit au sommet de l'État. Mais notre document source, dans sa toute dernière partie, agit vraiment comme un miroir brutal. Oui, on s'éloigne des hautes sphères pour retomber dans une réalité très concrète et très dure. Loin des tribunaux fédéraux, la source rappelle quel est le coût humain quand les structures se délitent. Elle détaille un événement super tragique. Le chavirement du navire de pèlerins. Oui, un accident qui a coûté la vue à de nombreuses personnes. Et ça tranche tellement avec le reste du document. Cela soulève une question importante. Les tragédies de cette nature sont rarement de simples accidents isolés. Ouais. L'enquête des autorités pointe déjà du doigt une surpopulation flagrante et le mépris des règles de base. Ce qui souligne qu'on n'est pas face à une défaillance technologique, mais bien face à un effondrement administratif. Et c'est ce contraste spécifique qui donne le vertige, honnêtement. C'est-à-dire ? D'un côté de l'océan, on a des calculateurs qui gèrent l'angulation d'un bouclier thermique spatial à la fraction de degré près. Une prouesse absolue. Et de l'autre côté, sur l'eau, il s'avère impossible d'appliquer une règle aussi élémentaire que d'empêcher des dizaines de personnes en trop de monter sur un bateau. Ou de vérifier la présence de gilets de sauvetage. Comment on peut expliquer un tel gouffre de compétences à la même époque? Ça révèle un biais très profond dans notre conception du progrès. Lequel? On a tendance à croire que l'innovation technologique de pointe possède une sorte de propriété de ruissellement. Que le génie de la NASA va se répercuter sur la sécurité maritime locale. Exactement. On se dit que si on peut envoyer des sondes au-delà du système solaire, ça garantit automatiquement de meilleurs standards de sécurité partout. Mais la réalité est tout autre visiblement. L'ingénierie spatiale bénéficie d'environnements hyper contrôlés, de budgets sanctuarisés et d'une tolérance zéro à l'erreur. Alors que l'infrastructure civile, Elle subit l'érosion du temps, la pression financière, l'inertie bureaucratique et souvent la négligence. donc le progrès ne ruisselle pas du tout s'il n'y a pas une application rigoureuse des lois pour l'encadrer. La machine peut être parfaite, oui, mais si le système de surveillance autour est défaillant, le désastre est inévitable. C'est ce qu'il faut retenir. La réglementation, l'inspection rigoureuse, l'indépendance des contrôles, c'est ce qu'on appelle les infrastructures invisibles. Des infrastructures tout aussi vitales que la coque en métal du bateau, en fait. Tout à fait. Et les développements judiciaires complexes aux États-Unis relèvent de la même problématique. C'est vrai, la confusion dans l'appareil d'État montre que la fondation censée protéger les citoyens est sous une pression phénoménale. L'humanité est capable de prouesses extraordinaires, mais laisse ses fondements légaux se fissurer dangereusement.
Et ça boucle notre parcours de manière assez spectaculaire. Cette édition de Florida capture vraiment la schizophrénie de notre époque moderne. C'est le mot juste. Si on lève les yeux, on admire Artémis II, une incarnation de l'audace et du génie d'une civilisation qui vise Mars. Une civilisation qui maîtrise les éléments avec une précision défiant l'imagination. Mais dès qu'on baisse les yeux vers la surface terrestre, le tableau s'assombrit radicalement. Ouais, une économie asphyxiée par un détroit, des institutions paralysées. Voilà, une inflation algorithmique, des arènes politiques bloquées par des codes obsolètes, et au final des pertes humaines causées par le mépris des règles les plus rudimentaires. Cette lecture amène forcément à une interrogation critique, qui transpire à chaque ligne des sources. Je vous écoute. Les gouvernements et institutions qui orchestrent l'expansion vers Mars sont rigoureusement les mêmes entités qui sont aujourd'hui embourbées. Incapables de gérer une chaîne d'approvisionnement ou un transport civil. Exactement. Incapables de réformer des douanes sans paralyser l'économie. C'est un paradoxe insoluble qu'on laisse en suspens pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Absolument. Notre obsession fascinante pour la conquête de nouvelles planètes, aussi noble soit-elle, est-ce qu'elle ne cache pas une accélération de notre incapacité à réparer et administrer convenablement la nôtre ?